Bonjour à tous. Comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la question des paramètres fondamentaux. En effet, après avoir parlé du bilan radiatif, du filtrage atmosphérique et de la composition de l'atmosphère, l'heure est venue pour nous de mesurer justement cette atmosphère et les phénomènes qui s'y déroulent. Ainsi, nous utiliserons principalement trois paramètres fondamentaux et le premier d'entre eux est la pression atmosphérique. Mais de quoi s'agit-il exactement? La pression atmosphérique, c'est tout simplement le poids de la colonne d'air située au-dessus d'un espace défini. En d'autres termes, la pression qui est exercée par une colonne d'air sur une surface délimitée, généralement on parle de centimètres carrés. Elle est généralement mesurée par différentes unités, plus ou moins importantes, tout dépend bien évidemment du domaine. On parle par exemple de millibars ou de bars. C'est l'unité que vous utilisez, les bars, pour gonfler vos pneus par exemple, pneus de vélo, pneus de voiture. On parle dans ces occasions-là de bars. Mais on peut également utiliser des millimètres de mercure et nous reverrons un peu plus tard à quoi cela correspond exactement, puisque on parle ici d'une hauteur de mercure par rapport à un niveau de référence. Enfin, la dernière unité dont vous avez certainement tous déjà entendu parler, notamment en météorologie, c'est le pascal, abrégé en PA. La correspondance entre ces différents éléments est relativement simple. 1000 millibars correspondent à 1 bar. Un bar, c'est environ 1 kg par centimètre carré, comme nous l'avons vu juste avant, ce qui équivaut également à 750 mm de mercure. Pour le pascal, 1 millibar est égal à 100 pascal et ce n'est pas sans incidence puisque nous parlerons principalement d'hectopascal lorsque nous parlerons de météorologie. Mais comment mesure-t-on concrètement la pression atmosphérique? Au moyen d'un instrument que vous connaissez certainement déjà tous, le baromètre. Le ancêtre du baromètre, le premier, vous en doutez, aujourd'hui on est capable de mesurer la pression de manière beaucoup plus technologique, beaucoup plus avancée, mais le premier de ces baromètres était un baromètre à mercure, et c'est pour ça qu'on parle de millimètres de mercure notamment. Le principe est relativement simple, vous le voyez sur ce schéma. L'idée c'est d'avoir un réservoir de mercure ouvert relié à un tube gradué. Lorsque l'on est dans une situation de haute pression, le mercure va être compressé par la colonne d'air, dont le poids s'exerce sur la surface de mercure, et va remonter dans le tube, ce qui va indiquer des valeurs supérieures à la moyenne. En cas de basse pression, le poids de la colonne d'air va être plus faible au niveau de la surface du mercure, et donc le mercure va refluer, diminuer dans la colonne graduée, et va indiquer des valeurs inférieures à la moyenne. On assiste ainsi à une variation de la hauteur de mercure en fonction de la pression de l'air. Mais quelle est la référence? Au niveau de la mer, on parle de 1013 millibars, soit une atmosphère. Vous le savez, lorsqu'on plonge, on peut avoir des pressions qui sont bien supérieures à une atmosphère. Et de la même manière, lorsqu'on monte en altitude, cette pression peut diminuer. Nous en reparlerons d'ici quelques instants. 1013 hectopascales, c'est la valeur correspondante en météorologie. On parle de 1013 millibars ou de 1013 hectopascales. Vous voyez que finalement, les données sont les mêmes, mais en météorologie, on préférera justement cette dernière unité. Mais pourquoi du mercure alors? Pourquoi ne pas utiliser de l'eau? Le mercure, c'est quand même quelque chose de plus rare, de plus difficile à manipuler aussi. Vous avez tous certainement déjà fait l'expérience de casser un thermomètre de mercure et de l'émoi, la crainte que ça pouvait suggérer, puisque le mercure est particulièrement toxique. Tout simplement parce que l'eau n'a pas la même densité, n'a pas le même poids, et pour utiliser de l'eau, il faudrait un tube qui fasse plus de 10 mètres de haut. Or, vous doutez bien qu'un baromètre dont le tube fait plus de 10 mètres de haut n'est pas forcément un baromètre très facile à utiliser, pas particulièrement transportable. Et pour cette raison, il est logique qu'on utilise le mercure, puisque le mercure est plus lourd que l'eau, ce qui permet de l'utiliser dans un tube beaucoup plus petit. Quoi qu'il en soit, au-delà de cette dimension purement pratique, la question se pose justement de cette variation de la pression. En effet, vous l'aurez constaté, je vous ai donné la pression au niveau de la mer, mais cette pression n'est pas toujours la même. Elle a même tendance à diminuer avec l'altitude, ce qui est tout à fait logique. 1013 hectopascales au niveau de la mer, nous l'avons vu, 315 hectopascales au sommet de l'Everest. Pourquoi? Tout simplement parce que la colonne d'air n'est pas la même. Au niveau de la mer, vous avez une colonne qui est quand même relativement importante en termes d'atmosphère. Au sommet de l'Everest, vous êtes déjà à 8848 mètres, donc vous avez 8848 mètres de différence par rapport au niveau de la mer, ce qui signifie 8848 mètres en moins dans la colonne d'air, d'où la pression plus faible.
Voilà ce que nous pouvions dire en quelques mots de la pression atmosphérique. Nous passons assez rapidement sur ces éléments, le but c'est pas de s'attarder beaucoup plus longtemps, le but n'est pas d'entrer dans les détails puisqu'on peut très rapidement tomber sur des choses très compliquées, mais d'avoir simplement un aperçu qui vous permette de comprendre un petit peu ces éléments qu'on réutilisera notamment quand on parlera de vent, puisque le vent est tout simplement lié à une variation de pression. Second paramètre fondamental, la température. De quoi s'agit-il concrètement ? La température, on l'avait déjà vu et vous en doutez, est liée à l'agitation des molécules. Plus les molécules sont agitées, plus il y a libération d'énergie et donc de chaleur. Plus les molécules sont stables et dans une situation sans mouvement, disons, plus la température sera faible. Vous le savez tous, la température se mesure en degrés selon 4 échelles. En réalité, 3 échelles utilisent des degrés. La quatrième n'en utilise pas, mais vous comprendrez assez rapidement pourquoi. Ces 4 échelles sont les suivantes. La première peut être la moins connue. Les 3 suivantes, vous en avez certainement tous déjà entendu parler. L'échelle de Réaumur, l'échelle Kelvin, l'échelle Celsius et l'échelle Fahrenheit. Nous allons revenir sur ces 4 échelles. Avant cela, petite information pour votre culture générale principalement. Lorsque l'on parle de calories, on parle aussi de libération d'énergie. On brûle des calories. La calorie, c'est tout simplement la quantité de chaleur qui est nécessaire pour augmenter de 1 degré la température de 1 gramme d'eau. Encore une fois, je ne vous demande pas de retenir ça par cœur, mais ça vous permet de mieux comprendre finalement cette transition de chaleur et ces différentes notions qui sont utilisées notamment quand on parle de température. Revenons-en donc à ces échelles. Le degré Réaumur, abrégé, vous le voyez avec le symbole degré et R accent aigu, on le doit au physicien René-Antoine Ferchaud de Réaumur, qui était français, et qui s'est appuyé sur la dilatation de l'alcool. Dilatation qui se fait entre 0 et 80 degrés. À partir de 80 degrés, l'alcool peut s'évaporer. Et ça donnait des thermomètres dont on a fait aujourd'hui des conversions. Vous avez ici sur ce thermomètre, un thermomètre qui fait à la fois mention de la valeur en Réaumur et de la valeur en Celsius. Le problème, c'est que la dilatation de l'alcool propose une échelle qui est finalement moins pratique à utiliser. De 0 à 80 degrés, vous en doutez, c'est moins évident que de 0 à 100, notamment pour faire des découpages, pour calculer les unités, etc. Même si des correspondances sont tout à fait possibles. Donc l'échelle Réaumur, finalement, n'est aujourd'hui plus utilisée. Par contre, on lui a préféré l'échelle Kelvin. L'échelle Kelvin a été baptisée en l'honneur de William Thomson, qui était Lord Kelvin, en 1954. Baptisé bien évidemment puisque Lord Kelvin a vécu entre 1824 et 1907. Donc pas lui qui a découvert cette mesure, mais c'est en fonction de ses recherches, en fonction de tout ce qu'il a apporté à la science, qu'on a décidé de baptiser cette mesure en son nom. Le Kelvin, et on ne parle pas ici de degré Kelvin, mais bien de Kelvin, c'est l'unité du système international. Vous le savez certainement, on a à l'échelle du monde beaucoup de mesures différentes. Par exemple, lorsqu'on parle de distance, on peut parler de centimètres, de mètres, de kilomètres, comme on peut parler de pouces ou de miles, par exemple. Et donc forcément, c'est parfois difficile de trouver une correspondance entre les différents éléments. Très logiquement, on a mis en place ce qu'on appelle un système international, qui propose des unités qui sont utilisées partout dans le domaine scientifique et qui font référence. Or, la valeur du Kelvin, justement, a été définie dans le cadre de cette échelle de référence de ce système international, considérant que 0 Kelvin correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Il s'agit du zéro absolu, c'est-à-dire de la température la plus basse théoriquement possible. Vous le constatez, on parle de 0 Kelvin comme étant la température la plus basse, ce qui signifie qu'on ne peut pas descendre en dessous. Il n'y a pas de négatif dans les Kelvin, alors que pour les Celsius, on peut aisément trouver des valeurs positives et négatives. C'est l'une des grandes particularités de cette échelle que vous retrouvez représentée ici. Très logiquement, si 0 Kelvin correspond à moins 273 degrés Celsius, 273 degrés Celsius correspondront à 273 Kelvin, correspondront à 0 degré. La conversion se fait assez simplement. À partir du moment où vous rajoutez des degrés, vous rajoutez la même valeur chez les Kelvin. Parlons des Celsius, justement, vous avez cette abréviation que tout le monde connaît, les degrés Celsius, qui honore le physicien Anders Celsius, qui lui a vécu entre 1701 et 1744, donc encore une fois, il ne s'agit pas de celui qui a découvert le Celsius, mais on récompense ses recherches
et les progrès qu'il a apportés dans le domaine scientifique. Et il s'agit tout simplement à l'origine d'une adaptation de l'échelle centigrade. On s'est appuyé sur deux points de référence, le point de congélation à 0 degré et le point d'ébullition à 100 degrés. Le problème, c'est que ces valeurs ne sont pas stables. Donc, si l'échelle Celsius existe déjà depuis un certain temps, on la redéfinit à partir du Kelvin, de l'échelle Kelvin qui a été définie après elle. En d'autres termes, le 0 degré aujourd'hui n'est plus le point de congélation de l'eau, mais correspond à 273 Kelvin. C'est officiellement la valeur de référence. On a redéfini les valeurs de l'échelle en fonction de l'échelle Kelvin. Tout simplement parce que dans certaines conditions, l'eau ne bout pas à 100 degrés ou ne congèle pas à 0 degré. L'eau pure, par exemple, congèle à moins 38 degrés. Et à l'inverse, au sommet de l'Everest, si vous faites bouillir de l'eau, vous atteindrez le point d'ébullition bien avant 100 degrés. Ce qui pose problème. On est obligé d'avoir des conditions qui soient comparables partout. Or, vous le savez, à l'échelle du globe, c'est difficile d'être partout au même niveau. Donc très logiquement, on a choisi un point de référence un petit peu différent qui permet cette fois de tenir un peu moins compte, disons, de ces variations. Dernière échelle, l'échelle Fahrenheit, abrégé degré Fahrenheit, est liée au physicien Daniel Gabriel Fahrenheit, qui était allemand, et utilisée principalement aux États-Unis, au Belize et aux îles Caïmans. Une utilisation qui est beaucoup plus restreinte, beaucoup plus marginale, mais qui reste malgré tout importante puisque les États-Unis font référence dans pas mal de domaines. Cette conversion est un peu plus difficile, mais à partir du moment où vous connaissez le calcul, elle peut être assez évidente. La température en degrés Fahrenheit correspond à la température en degrés fois 1,8 plus 32, tout simplement. Ainsi, une température de 0 degré Celsius fait correspondre 32 degrés Fahrenheit. C'est une utilisation moindre, mais une utilisation malgré tout relativement importante, qui nous concerne peut-être moins dans nos régions, mais qui a malgré tout une importance au niveau mondial. Vous avez ici cette conversion, vous le voyez assez bien, entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. À titre de comparaison, je vais vous donner quelques indications ici. Le but n'est pas de retenir tous ces éléments, mais de comprendre comment on en passe de l'un à l'autre et quels sont les niveaux de référence. Vous le voyez ici, 0 Kelvin, c'est le zéro absolu. Comme j'ai dit avant, la température la plus basse théoriquement possible. Ça correspond à moins 273 degrés Celsius ou moins 459 degrés Fahrenheit. Ici, les Fahrenheit n'ont que peu d'importance. À partir du moment où vous connaissez la valeur en degrés Celsius, vous êtes capable déjà de définir le 0 Celsius, mais vous êtes aussi capable de définir les Fahrenheit puisqu'il s'agit d'un calcul relativement simple malgré tout. Le 0 degré Fahrenheit, c'est la température la plus basse que Gabriel Fahrenheit a enregistrée en laboratoire. Vous le voyez, ça correspond à moins 17 degrés Celsius, soit 255 Kelvin. Et là encore, le calcul est relativement simple. 273 moins 17, vous avez la valeur. Le point de fusion de la glace, qui était autrefois le point de référence du degré Celsius, correspond à 0 degré, correspond aujourd'hui à 273 Kelvin, soit à 32 degrés Fahrenheit, comme nous l'avons vu juste avant. Les 100 degrés Fahrenheit, par contre, correspondent, et vous le voyez ici, à la température approximative du corps humain. Comment procéder? Le calcul, encore une fois, est relativement simple. Fois 1,8 plus 32 si vous partez des Kelvin, moins 32 divisé par 1,8 si vous passez dans l'autre sens. À partir de là, vous le voyez, la température du corps humain, entre 37 et 38 degrés, soit entre 310 et 311 Kelvin. Enfin, le point d'ébullition de l'eau, valeur usuelle approchée à la pression atmosphérique dite normale, ce qui signifie qu'on part du principe que l'ébullition se fait au niveau de la mer et pas au niveau de l'Everest, ce qui fausserait considérablement les calculs, correspond à 100 degrés Celsius. Et encore une fois, 100 fois 1,8 plus 32, vous arrivez à 212 degrés Fahrenheit. Et à l'inverse, 273 Kelvin plus 100, vous êtes bien à 373 Kelvin. Voilà. En ce qui concerne la mesure de la température, vous en doutez, on parle principalement de thermomètre, c'est une évidence. L'un des premiers thermomètres a été inventé par Galilée, vous voyez ici ses dates de vie et de mort, de naissance et de mort, 1564-1642, donc c'est un instrument qui est déjà relativement ancien. Aujourd'hui, on utilise encore principalement le thermomètre à mercure, tout simplement parce que le mercure se dilate
bien en fonction de la température, rend assez bien visible justement cette variation. Dernière précision, en météorologie, on ne mesure pas la température n'importe comment. Vous avez tous déjà fait cette expérience. Si vous êtes couché sur du goudron ou sur de la neige, vous ne ressentirez pas exactement la même température. Même sans aller dans ces extrêmes, entre le goudron et de l'herbe verte, en plein été, on ne ressentira pas la même température. Donc les conditions sont les suivantes. La mesure doit être prise à l'ombre, sous un abri blanc et bien ventilé, éviter justement que la chaleur ne s'accumule, et à 2 mètres du sol pour éviter le rayonnement du sol justement. C'est pour ça qu'on voit souvent des petits abris, des petites stations météorologiques situées à un peu plus de 1,50 m, vers 2 mètres du sol, dans un petit abri blanc, pour permettre cette mesure optimale. Voilà, nous arrêtons ici pour ces premiers paramètres fondamentaux. Nous parlerons la prochaine fois du troisième et dernier paramètre fondamental, à savoir l'humidité. D'ici là, comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine.